Je vous rappelle que c'est une émission spéciale, estivale, certes, micro-ondes consacrée à l'association Festipop Rock Estival de Clermont-Savès, qui nous organise un concert de nouveau exceptionnel cette année, Woodstock Génération, 50 ans de cet événement, dont on va nous parler dans quelques minutes Nicolas, leader, chanteur du groupe. Je vais lui laisser dire le nom du groupe et nous raconter un peu comment s'est créé ce groupe. Alors, le groupe, donc, qui s'appelle, à l'origine, il s'appelle Unos Trio, c'est-à-dire qu'on a énormément d'activités diverses, la structure, c'est-à-dire basse, batterie, guitare. Le concept de Woodstock a été mis en place petit à petit. En fait, on s'est rendu compte que petit à petit, dans ce répertoire-là, tout ce qui était Jimi Hendrix, c'était un terrain dans lequel on arrivait à s'exprimer le mieux. C'était vos influences ? C'était nos influences, même nos influences dans les albums de compos que nous faisions à l'époque et qu'on a continué à faire. On a commencé à faire ça dans les bars, en trio, il y a une quinzaine d'années. Ça remplissait complètement les bars, vraiment. Un gars nous a dit mais vous devriez faire ça dans des salles. On a commencé à le faire pas loin d'ici à Cadour en 2003. C'était un peu rigolo à l'époque parce que ce qu'on faisait, c'était tout de briques et de broc pour la sono, pour la déco et tout ça. Enfin, on n'était que 3 sur scène et à l'époque, on avait un invité qui était venu, c'était un joueur de sitar. On avait déjà à peu près le concept mis en place. Mais je me souviens très bien qu'avant l'entrée des gens, on n'avait pas bouffé parce qu'on avait un problème de baffe, je crois, qui était dessoudé. Il fallait souder. On voyait les gens arriver. On était avec le fer à souder dans les mains. Les gens sont arrivés. En fait, il y a plus de 300 personnes qui sont arrivées. On était très surpris. Ça a fait une excellente soirée. On a fait ça. Donc, on s'est dit, on va un peu investir dans les salles. On a commencé à faire ça après, donc à Beauzelle. Quelques mois plus tard, 700 personnes sont arrivées. On a fait ça au Havana Café, 800. C'est monté. À l'époque, les tributes, donc les hommages, parce que ça c'est un hommage quand même plus à une génération qu'à un groupe, donc ce qui permet beaucoup de liberté. Et à l'époque, on avait proposé ça à des producteurs. Les producteurs ils nous ont dit non, mais en France ça marche pas, les hommages, les tributes, ça marche pas. Ça marchait pas du tout. C'est-à-dire qu'on pouvait pas faire des salles, on pouvait pas proposer ça. C'était bien d'un côté parce que ça mettait en priorité tout ce qui était créatif. Actuel, etc. C'était bien. Mais il n'y avait vraiment pas de place pour ça, quoi. C'est-à-dire que les gars, ils nous disaient non, s'il faut le faire, il faut le faire en Angleterre ou en Allemagne. Ça fonctionne. Bon, nous, on n'avait pas trop le courage entre le fait de vivre de ça, le fait de proposer ça, le fait de l'autoproduire, d'aller partir afficher, de distribuer des flyers, de produire, tout ça, ça demandait énormément d'énergie. On a continué à le faire à notre rythme. Et ça a toujours fonctionné dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a proposé ça, on proposait avec nos têtes, avec nous. On allait démarcher dans des endroits, dans des salles, au bikini. On a proposé ça à Hervé. Hervé, il a rien écouté. Il a juste dit OK, ça marche. Vous me revenez. Voilà, vos têtes me reviennent. Allez, on y va. Et là, il y a presque, je crois que c'était 1200 entrées, quoi. Le jour de la tempête du 24 janvier 2009. Ça veut dire qu'on aurait pu en faire beaucoup plus. Et ça a fait des soirées extraordinaires parce qu'en fait, il se passe toujours quelque chose. C'est des soirées, il se passe toujours quelque chose. Un beau pied de nez au producteur, alors. Ouais, oui, éventuellement, mais en même temps, ça permet de faire ce qu'on veut aussi. C'est-à-dire, absolument. C'est la différence vraiment avec un tribute, c'est qu'on est obligé de rien. C'est-à-dire, le problème qu'on a actuellement, c'est que les gens, ils nous invitent dans des concerts, donc on fait partie de distribution avec juste avant Carlos Santana, on est obligé de l'enlever de notre répertoire. Ok, on l'enlève, on va mettre King Crimson à la place, on est sûr qu'il n'y aura pas un tribute sur King Crimson. S'il y a les Doors juste après nous, ce qu'on appelle les Doors, les tributes, gardien du temple, texto, je veux pas critiquer, mais c'est très bien, en fait c'est souvent super bien fait. Nous dit ok, hop, on met autre chose, etc. Ça c'est une grande liberté. C'est une grande liberté et c'est pour ça que même maintenant je mets une réserve dans la définition du mot tribute. Je pense que c'est un hommage à une société, c'est un hommage à une culture, c'est un hommage à une culture, à la créativité sans précédent. Alors justement, Nicolas, j'aimerais qu'on revienne sur l'historique de Woodstock. Alors, l'historique de Woodstock, si vous voulez que je vous fasse ça. Ah bah oui, que vous rappeliez aux auditrices et auditeurs ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi ce rassemblement, parce qu'on en parle encore aujourd'hui, quoi, c'est resté dans les mémoires. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est un mélange entre un événement et des impondérables.
Je pense que le concept de Woodstock, le festival de Woodstock, c'est un mélange d'impondérables, c'est-à-dire de plusieurs paramètres qui se sont entrechoqués. Vous vous souvenez qui a créé cet événement finalement, qui a lancé l'idée de ce... Alors je me rappelle plus des noms, non, mais non. Je crois que c'est deux fils d'industriels en fait. C'est ça, oui. C'est pas des gens de n'importe où, hein, qui avaient vraiment un projet de faire de l'argent aussi avec ça. Hein. C'était vraiment de faire un festival. Ça commençait à fonctionner avec. Il y avait d'autres festivals qui ont eu lieu dans les années 68, 67. Hein. C'est pas le premier festival. Mais c'est le premier festival qui par les multiples étapes, les multiples événements qu'ils ont rencontrés, voilà, a fait que ça a traversé, que ça a été couvert par tous les médias. C'est ça surtout ce qui s'est passé. Il devait avoir lieu à Bethel. Oui. Non, il devait avoir lieu à Woodstock, pardon, j'inverse les choses. Et à Woodstock où habitait Bob Dylan, et il a eu lieu à Bethel à côté parce qu'il n'en voulait pas. Parce que ça générait beaucoup trop de... On ne voulait pas accueillir ces jeunes, on ne voulait pas accueillir tout ce bordel. Il y avait un côté sulfureux. Voilà, tout à fait. Et tout ça, ça a été bien grossi de manière à attirer le plus de gens possible, en fait. Et alors, tous les artistes qui se sont produits à l'époque, est-ce qu'ils étaient déjà connus ou est-ce qu'ils étaient en devenir? Ils étaient en devenir, oui. Je crois que Carlos Santana n'avait pas fait d'album, il avait 21 ans. Je crois que le seul qui était connu, c'était Jimi Hendrix, qui devait être la tête d'affiche. Le pauvre, il a joué qu'à 10h du matin le dimanche matin, mais je crois, ou le lundi matin, hein, il n'y avait plus que 30 000 personnes. Quand même. Mais on n'en parle pas. Et ça me fait rêver. 30 000 devant ça, à la place, alors qu'à un moment, il y avait 500 000 personnes. Ouais. Il faut bien imaginer ce que c'était. Et je pense qu'on a eu de la chance. Je crois qu'ils ont vraiment eu de la chance qu'il n'y ait pas eu plus d'accidents. Je crois que le seul mort qu'il y a eu, c'est un gars, c'est les toilettes qui lui sont tombées dessus à un moment où il y a eu un transvasement. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas eu énormément d'accidents. Hein. En fait, ça a été vite mis en zone sinistrée parce que c'était le bordel complet. En fait. Qu'est-ce qu'ils voulaient transmettre, en fait, tous ces gens, tous ces festivaliers, tous ces artistes comme message? C'était vraiment peace and love. Peut-être, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'à l'origine, il faut revenir peut-être à le contexte historique. C'est que ça marchait. C'est les festivals, ça marchait bien. Ça faisait faire du pognon, quoi. Hein. Le problème, c'est que ça les a dépassés. C'est complètement. Je pense que même les gens qui venaient assister à de la bonne musique, n'étaient pas là avec un grand concept extraordinaire. Je pense que c'est tout ce qui a été fait après, toute la manière dont ça a été mis en évidence. Puis c'est la musique. Sur scène, il s'est passé des trucs extraordinaires, quoi. Je veux dire, il y a eu des gens qui ont commencé à jouer, ils se sont dit, mais ils ont eu la trouille de jouer devant autant de personnes, mais il s'est passé des choses. Il y avait une osmose totale. Ah oui, quand Alvin Lee prend sa guitare et qu'il commence à jouer, on se dit, mais là, il a fait le concert de sa vie. Johnny Winter aussi, on le voit pas dans le film, mais Johnny Winter aussi, il a une interprétation de ses morceaux. C'est un tueur. Sly and the Family Stone aussi, ils prennent tous les gens. C'était quand même on avait les ancêtres du hard rock, les ancêtres du funk, les ancêtres du disco, toute la base, quoi. La musique latino-américaine mélangée avec de la guitare électrique. Carlos Santana, il y avait Jimi Hendrix avec son hymne national, Joe Cocker qui avait pas fait de choses extraordinaires. Il venait d'Angleterre. On lui a dit va là-bas. Il y avait des groupes qui n'ont pas voulu jouer non plus. Hein. Led Zeppelin ne voulait pas se mélanger avec ces groupes-là. Parce que je crois que c'était le colonel ou le général, je ne sais plus comment il s'appelait, le manager qui lui ne voulait pas du tout que Led Zeppelin se mélange à ça. Tant pis pour eux, mais en même temps, ils ont quand même percé. Voilà. Ils venaient de sortir l'album en 68 avec Wall of Love dedans. Enfin, nous, on s'amuse à les reprendre quand même. On fait comme s'ils y étaient. Les Doors n'ont pas pu venir. Creedence, eux, ils ont eu un gros problème de son, donc ce qui fait il y a très peu de traces. Je crois qu'ils ont refait du mix là-dessus. Voilà. Enfin, il y a énormément de choses qui se sont passées en fait durant ce festival. Alors à nouveau Jimi Hendrix, Little Wing. Smile that's
tales. Ride with the wind. When I'm sad, she comes to me, and with silent smiles she gives to me free. It's alright, she said, it's alright. You can take anything you want from me. Anything. Smiles she gives to me free. It's alright, she said, it's alright. You can take anything you want from me. Anything. Ride with the wind. Ride with the wind. Alors, si vous nous rejoignez, sachez que c'est une émission spéciale consacrée à l'association Festipop Rock Estival qui, cette année, nous gâte à nouveau avec un concert exceptionnel Woodstock Génération. Et j'ai Nadine Dax de l'association en studio, accompagnée par Nicolas, chanteur leader du groupe Unos Trio.